Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à ce nouveau rendez-vous de Périscope sur Burkina Info. Un numéro qui se propose d'évoquer aujourd'hui le patrimoine culturel à un moment où le Burkina traverse une période difficile avec notamment des attaques terroristes récurrentes qui ont engendré plus de 1,5 million personnes déplacées internes. En ces temps où l'on projette une république des valeurs, quelle place occupe en effet la préservation et la protection du patrimoine culturel dans les politiques actuelles et à mettre en œuvre pour la promotion de la cohésion sociale et du vivre ensemble? Interrogation au cœur des échanges périscopiques de ce jour avec Léonce Ki, directeur des sites classés patrimoine mondial au Burkina. Bonsoir. Bonsoir, Mathias. Enseignant-chercheur au centre universitaire Nazi Boni de Gawa, Léonce Ki enseigne le patrimoine à l'École nationale de l'administration et de la magistrature ENAM. Il est aussi, depuis juillet 2019, le point focal national de la Convention du patrimoine mondial de l'UNESCO et secrétaire exécutif de l'Association pour la sauvegarde des masques depuis février 2016. Mais ce n'est pas tout. Léonce Ki est en outre membre de la commission technique du système des trésors humains vivants du Burkina. Merci d'avoir accepté notre invitation et bienvenue sur le plateau de Périscope. Merci Mathias, tout le plaisir est pour moi. Mon second invité s'appelle Lassina Semporé, enseignant-chercheur, maître de conférences en archéologie. Bonsoir. Bonsoir. Expert en gestion de patrimoine culturel, physique et immobilier, Lassina Semporé, anciennement directeur de l'unité de formation et de recherche en sciences humaines de l'université Joseph Kizerbo de Ouagadougou, a également été conservateur des ruines de l'Europénie, directeur des sites classés patrimoine mondial et secrétaire général du ministère chargé de la culture. Chroniqueur dans la presse burkinabé, il a notamment publié plusieurs articles scientifiques et de vulgarisation et est également auteur ou co-auteur de 6 ouvrages de référence. Merci d'avoir accepté notre invitation et bienvenue sur le plateau de Périscope. Merci et bonsoir à tous vos téléspectateurs. Mesdames, Messieurs, à nouveau bonsoir. Ravi de vous retrouver pour le 159e numéro de votre émission Périscope. Nous parlons patrimoine culturel, mais avant d'aborder notre sujet du jour, évoquons rapidement les valeurs et richesses humaines. Pour ce faire, pouvez-vous nous parler en 2 mots, Léonce Ki, vous qui êtes membre de la commission technique mise en place à cet effet, du système des trésors humains vivants du Burkina? Disons que Mathias, lorsqu'on parle du système de trésors humains vivants, c'est un mécanisme que l'État du Burkina Faso a mis en place par le décret 993 de 2013 et qui vise éventuellement à identifier des acteurs et des personnes qui maîtrisent beaucoup certains domaines du patrimoine culturel immatériel en vue de les transmettre aux générations à venir. Ça veut dire que lorsque nous avons un élément, lorsqu'il n'y a pas suffisamment de praticiens, lorsque les gens ne s'intéressent pas beaucoup à cet élément, on identifie ces acteurs pour qu'ils puissent être donc les acteurs qui vont faire en sorte que ce patrimoine ne disparaisse pas. Donc c'est le système de trésors humains qui a été mis en place donc depuis 2014 et 2013 et qui court jusqu'à nos jours. Alors ça, c'est une bonne initiative que de pouvoir valoriser aussi le patrimoine, est-ce que je dirais humain, la richesse humaine, les valeurs humaines dans ce domaine. Oui, l'homme est le premier patrimoine. Donc c'est normal qu'effectivement il y ait un dispositif qui permet justement de protéger d'abord l'homme et ensuite ce qu'il a eu à produire et à hériter de ses ancêtres. Alors, très rapidement, quels sont les critères de choix des hommes qui sont donc désormais des trésors humains vivants? Aujourd'hui, combien de trésors humains vivants a-t-on au Burkina? Bon, disons que on a toujours tendance à croire que ce sont des vieilles personnes seulement qui sont trésors humains vivants, alors que dans le domaine du patrimoine culturel immatériel, un jeune de 10 ans peut être un expert, un jeune de 20 ans, 40 ans, ainsi de suite, sont tous des experts. Donc le système, ce n'est pas seulement un individu, ça peut être également un groupe d'individus. Tous ces acteurs sont identifiés. Quels sont les critères? Comme je le disais bien avant, il faut que ce soit des gens qui maîtrisent très bien leurs éléments. Puisque dans les jargons, nous avons éléments lorsqu'il s'agit d'un patrimoine culturel immatériel. Donc, lorsque la personne
si je vais m'exprimer de façon familière, est versé dans son domaine. Et lorsqu'il y a un problème de transmission, puisqu'il ne sert à rien aujourd'hui de se lever, prenons l'exemple d'Ito, de la préparation d'Ito, c'est un patrimoine culturel immatériel. Il ne sert à rien de proclamer quelqu'un THV dans le domaine de la préparation d'Ito parce qu'on le trouve un peu partout. Mais si nous prenons des exemples comme la transmission des commissions par la foudre et autres, ce sont des pratiques qui étaient là. Si nous avons aujourd'hui des gens qui connaissent cela et qu'il y a des gens qui sont intéressés, on peut donc identifier ces acteurs pour pouvoir transmettre. Donc, l'un des critères qui devait guider les trésors humains vivants, c'est de faire en sorte donc, que l'élément soit en danger et que ça soit inscrit sur une liste de sauvegarde urgente et qu'il ait ensuite, la personne ait la volonté de transmettre. Parce que si on proclame quelqu'un et que la personne ne transmet pas, ça veut dire qu'on aura fait un travail inutile. Et enfin, il faut qu'il y ait des gens qui soient disposés à apprendre ces savoirs. S'il n'y a personne pour pouvoir transmettre, c'est également un travail inutile. Donc voici les 3 conditions qu'il faut réunir pour pouvoir donc parler de trésors humains vivants. Et le répertoire est riche de combien de personnes aujourd'hui? Nous avons donc initialement proclamé 13, mais il y a 2 qui sont décédés. Et aujourd'hui, donc, dès qu'ils décèdent, ils ne sont plus des trésors humains vivants, puisqu'il y a le mot vivant qui est là. Actuellement, nous avons une dizaine qui sont là. Il y a une dizaine qui sont là. On mérite de connaître ces personnes pour savoir à quoi les rattacher finalement, sur quel domaine ils peuvent transmettre un savoir donné, n'est-ce pas, l'ancien Mporé? Oui, je n'ai pas de mémoire tous les noms, mais il y a Maître Passéré Titenga qui est là. Il y a aussi Konomba Traoré. Il y a Konomba Traoré aussi qui est là, virtuose du balafon. Et voilà les 2 qui me reviennent tout de suite en tête. Voilà. Oui. Qui est au niveau de la texture. Il y a M. Sawadogo Akaya. Et nous avons la maman de Sanabob, également Ado Gorgo, qui est également THV. Au niveau de Tchébélé, nous avons notre Kaï donc également qui est là. Nous avons un qui est malheureusement décédé tout dernièrement, qui était à Zignaré. Donc voici les trésors humains dont j'ai en mémoire actuellement. Donc il faudrait enrichir le répertoire. Alors on peut dire d'une certaine manière donc que ces trésors humains vivants constituent aussi un patrimoine pour la nation. Oui, ça a été déjà développé par mon collègue. C'est des gens qui ont des savoirs, qui ont des savoir-faire et qui méritent effectivement d'être protégés. Et ensuite, le système veut que ces personnes-là acceptent de transmettre pour qu'il n'y ait pas une rupture et une disparition de ces savoirs-là. Donc il faut effectivement les protéger, mais il faut aussi reconnaître que le Burkina n'a pas peut-être tous les moyens qu'il faut justement pour mettre ces gens plus à l'aise pour faire le travail. Mais c'est une première proclamation qui a eu lieu. On s'est dit que d'autres proclamations vont suivre. Donc, depuis 2013, quand même, ça fait un bail. Hein. Ça va faire bientôt 10 années que la commission a été mise en place. Et il en faut plus de gens, non? En fait, en plus de la commission, il y a un comité de pilotage également qui existe. Mais souvent, entre la volonté et puis éventuellement les actes, il y a un fossé. Et c'est ce qui explique cela. Mais le processus également est assez long, parce qu'il faut déjà parcourir et déjà lancer les appels, et avoir les gens qui se manifestent et ensuite avoir les ressources financières nécessaires pour pouvoir s'assurer que ce ne sont pas des plaisantins, que ceux qu'on veut vraiment proclamer méritent de le faire. Et la DGPC, la Direction générale du patrimoine culturel, est à pied d'eux et je pense que les choses iront et cette liste sera actualisée. Alors très, très rapidement, est-ce qu'il y a des trésors humains vivants dans les autres pays aussi? C'est un système mis en place par l'UNESCO et bien des pays avant le Burkina Faso ont proclamé donc des trésors humains vivants. Et même avant, des pays comme le Japon avaient déjà expérimenté ce système de trésors humains vivants. Donc en fait, le Burkina est entré dans la danse parce que c'est un pays qui a ratifié la convention
Et donc, il fallait travailler effectivement à mettre en place ce système-là aussi dans le pays. Travailler à mettre en place ce système pour qu'on valorise la richesse humaine et qu'on puisse assurer la pérennité de tous les patrimoines nationaux. Mais à quoi fait-on référence lorsqu'on parle de patrimoine culturel et en quoi est-il important pour un pays? On reste avec vous, Lassina Simporé. Bon, l'expression patrimoine culturel, je pense que pour la comprendre, il faut d'abord définir ce que c'est la culture. Et sans rentrer dans les détails, on peut effectivement dire que culture, ça vient de cultura, du terme cultura. Et au début, ce terme-là désignait ce qu'on faisait dans les champs, donc la culture des champs, mais aussi la culture de l'esprit. Mais par la suite, il y avait une confusion entre culture des champs et culture de l'esprit. Et finalement, on a dit, bon, pour culture des champs, on va dire agricultura, et laisser le terme culture de l'esprit à culture, et qui va donc désigner l'activité intellectuelle et la pratique des lettres. Alors, la culture, c'est un tout complexe. C'est un tout complexe qui englobe les connaissances, les croyances, l'art, la morale, la loi, les traditions, etc. Donc ça, c'est le volet culture. Et vous avez posé la question sur la notion de patrimoine culturel. Alors, ça, c'est l'ensemble des biens matériels et immatériels ayant une importance artistique, bon, historique et qui appartient à une entité privée ou bien à une entité publique. Ça, c'est une définition générale. Mais il faut ajouter que le Burkina a une loi sur le patrimoine culturel, donc le Burkina a sa définition. Il faut aussi préciser que le Burkina a ratifié la Convention de 1972 et dans cette convention, il y a une définition du patrimoine culturel qui est proposée. Et donc le Burkina fait sienne ces définitions-là. Mais moi, personnellement, je pense à la convention de Faro. Bien sûr. Au Portugal. Oui, la convention de Faro, qui définit le patrimoine culturel comme un ensemble de ressources héritées du passé. Vu comme ça veut dire qu'on peut s'appuyer sur le patrimoine culturel pour se développer. Or, avant, et même maintenant, il y en a qui pensent que bon, patrimoine culturel, c'est du has-been, c'est des vieilleries, etc. Non, c'est une richesse, effectivement, comme le café, comme le cacao, comme la forêt, comme l'or, sur lesquels... Comme le tchéquet. Oui, oui. Si on s'organise bien, si on met certaines choses en place, on peut s'appuyer sur cette ressource-là, aussi comme pour se développer. Et on a vu des cas comme l'Égypte, qui se développe à partir de... Même la France, qui s'appuie sur son patrimoine culturel pour se développer. Alors, le patrimoine culturel au Burkina, on parlerait aussi du Faso d'Anfani, on parlerait du coco d'Onda et au consort. On a même des produits qui sont aujourd'hui labellisés Burkina Faso. Donc, est-ce que vous avez quelque chose à compléter par rapport à ce qu'il a dit concernant justement le patrimoine culturel? Pourquoi justement le patrimoine culturel est important pour un pays? En fait, je pense que sa définition est une des définitions les plus complètes possibles. Mais pour parler en français facile, si je devrais définir le patrimoine culturel, je dirais en un mot que c'est un miroir. Et pourquoi c'est un miroir? C'est-à-dire que lorsqu'on considère quelque chose comme un patrimoine, ça veut dire que lorsqu'on se met devant ce miroir, on a un certain nombre de valeurs qu'on ressent. Ça peut être des valeurs esthétiques, ça peut être des valeurs historiques, et un tas donc de valeurs que ça véhicule. Et c'est lorsqu'on arrive à avoir ces liens qu'on considère donc la chose comme patrimoine culturel. Et comme il a dit le docteur Simporé par rapport à la définition notamment donc la convention de Boura, et il y a également d'autres éléments qui viennent parce que de plus en plus lorsqu'on prend le patrimoine, ce n'est pas tout ce dont on a hérité, mais c'est comme si nous ne créons pas aussi, nous avons donc du patrimoine que nous créons. Si nous prenons tous les événements qui se sont passés il n'y a pas trop longtemps, il y a du patrimoine qui s'est fait et que nous allons éventuellement... À quels événements qui se sont passés si nous parlons donc des événements de 2014-2015 éventuellement, nous avons du patrimoine qui a été créé. Voilà,
Voilà, exactement. Donc nous avons, le patrimoine s'est créé chaque fois. Et peut-être que si demain on disait que Toumoundji était le Messie, ça veut dire que tout ce que vous aurez touché deviendra un patrimoine parce qu'il y aura un certain attachement à la chose. C'est dès qu'une communauté arrive à faire un lien avec quelque chose déjà, on est dans le domaine du patrimoine. Donc c'est pourquoi il disait que ce n'est pas forcément les has-been, mais c'est quelque chose qui est là, qui est très dynamique. À quoi sert le patrimoine? Mais c'est avant tout l'aspect identitaire d'abord qui est là, et l'aspect continuité pour qu'on ait ces liens entre le passé et le présent. Il a parlé également de la valeur économique déjà du patrimoine, puisqu'il y a beaucoup de pays aujourd'hui qui vivent grâce au patrimoine. Et si nous prenons, même dans notre pays également, et si nous prenons spécifiquement le domaine des arts du spectacle, c'est un patrimoine et ce domaine, éventuellement, lorsqu'on l'inscrit dans la Convention de 2005 avec les biens et services culturels, on se rend compte que c'est un levier très important pour pouvoir donc développer. Et surtout que nous sommes dans ce qu'on appelle les ODD, les ressources vertes. Le patrimoine, c'est une vraie ressource verte. C'est les objectifs du développement durable. Voilà, donc pour l'horizon 2030. Et c'est une ressource verte parce que le patrimoine se crée à chaque fois. Et ce patrimoine, il est disponible. On n'a vraiment pas besoin de détruire les choses pour pouvoir l'exploiter. Donc c'est en fait une ressource très très importante pour notre développement aujourd'hui. Et le patrimoine donc a une place centrale. C'est le pilier, le pilier central de l'architecture du monde, si je peux m'exprimer de la sorte. Le patrimoine culturel, le pilier central de l'architecture du monde, il faut dire en effet que le patrimoine culturel ne s'arrête pas aux monuments et aux collections d'objets. Il comprend également, selon l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, UNESCO, je cite, les traditions ou les expressions vivantes héritées de nos ancêtres et transmises à nos descendants, comme les traditions orales, les arts du spectacle, les pratiques sociales, rituelles et événements festifs, les connaissances et pratiques concernant la nature et l'univers, ou les connaissances et le savoir-faire nécessaires à l'artisanat traditionnel. Fin de citation. Vu sous cet angle, le patrimoine culturel contribue grandement, dit encore l'UNESCO, à la cohésion sociale, stimulant un sentiment d'identité et de responsabilité qui aide les individus à se sentir partie d'une ou plusieurs communautés et de la société au sens large. Justement, est-ce que vous avez, vous, le sentiment, vous qui êtes sur le terrain de l'archéologie, j'allais dire architecture, mais l'architecture aussi est un patrimoine, vous qui êtes sur les différents terrains du patrimoine, avez-vous le sentiment qu'on comprend bien cette équation au Burkina? Cette équation qui fait que le patrimoine culturel est quelque chose d'important et qu'il faut maîtriser ou qu'on compose avec chaque jour sans nous en rendre compte. Bon, la réponse est un peu mitigée. Ça dépend de là où on est. On a des milieux où effectivement les gens comprennent l'importance du patrimoine culturel et se dévouent pour que ce patrimoine-là soit connu, soit protégé, etc. Mais on a des milieux où, quand vous regardez certains agissements, vous avez l'impression effectivement que bon, ce patrimoine n'est rien, ne représente rien. Voilà. Et il y a ceux qui ont voulu aussi monétariser la culture et le patrimoine culturel. Parce qu'il y a des milieux où on vous dit, bon, voilà, est-ce que ça permet de gagner ceci, ça permet de gagner cela. Or, pas forcément, on ne devrait pas forcément voir les choses sous cet angle-là. Donc ça dépend des milieux où on se retrouve, quoi. Alors, le patrimoine qui contribue à la cohésion sociale et au vivre ensemble, est-ce qu'on voit ça? Est-ce que vous avez le sentiment que le plus grand nombre voit les choses de cette façon? Disons que c'est souvent l'appréhension même patrimoine. Est-ce que les paysans qui est là, qui met en œuvre des activités pour pouvoir vivre, pour lui, c'est un moyen simple pour pouvoir s'adapter à son environnement. Il n'entend pas comme patrimoine, mais celui qui est ailleurs, dans l'administration culturelle, qui va travailler, ou qui, d'une manière ou d'une autre, agit dans le domaine du patrimoine, c'est lui qui va percevoir donc la chose comme étant un patrimoine. Donc, c'est le fait que nous n'ayons pas la même appréhension, donc la même manière d'aborder les choses, c'est ce qui fait que donc, nous n'arrivons pas forcément à avoir donc, les mêmes points de vue. Et c'est pour
pourquoi même en matière de gestion du patrimoine, lorsque l'administration s'approche, ce n'est pas aussi évident que ça. Et il faudrait que nous soyons donc sur la même longueur d'onde. Et pour être sur la même longueur d'onde, cela supposera donc que tout le monde a les mêmes outils pour pouvoir donc objectivement apprécier et pour pouvoir donc mieux comprendre tel que nous le voulons. Il y a donc un problème d'éducation à faire à ce niveau-là, pensez-vous? Bon, éducation, en fait, le mot éducation pourrait un peu me gêner, oui. D'autant que de nos jours, beaucoup de gens ont tendance à mal l'utiliser, parce que vous verrez, on dit aujourd'hui, tout le monde chante éducation pour tous, éducation pour tous. C'est une manière de nous insulter parce qu'on ne peut pas naître dans une société et grandir sans être éduqué. En fait, lorsqu'on a tendance à confondre, comment dire, alphabétisation et éducation, je pense que ce n'est pas du tout. Donc peut-être qu'il y a un besoin de renforcement des capacités et des communautés avec les outils qu'il faut pour pouvoir leur permettre donc de pouvoir appréhender les choses comme telles. Puisque du moment où ces communautés vivent dans la chose, ils n'ont pas le recul nécessaire pour pouvoir voir que c'est quelque chose qui peut être considéré comme étant un patrimoine. Mais nous qui sommes à l'extérieur, en fait, disons que c'est un peu comme nos yeux. Nos yeux voient, mais nos yeux ne se voient pas. Donc la communauté est là, la communauté est l'œil, la communauté donc met en œuvre. Mais c'est nous qui sommes là ailleurs, qui voyons donc, qui pouvons dire que voici ça a telle valeur, ça a telle importance, donc ça peut être considéré comme un patrimoine. Donc il faut que la communauté puisse avoir les reculs nécessaires et un renforcement des capacités nécessaires avec les outils qu'il faut, la définition, et lorsqu'ils essaient donc de faire une comparaison, ils pourront donc comprendre que ce qu'ils sont en train de mettre peut être considéré comme un patrimoine. Il faut travailler avec les communautés pour avoir à peu près... Hein, Oui, en fait, c'est ce qu'il a dit. Dans la démarche du gestionnaire du patrimoine, ce n'est pas le gestionnaire qui doit dire ceci ou cela, c'est du patrimoine pour vous. Il fait son travail et c'est à la communauté de dire voici ce qui est important pour nous et que nous voulons transmettre aux générations qui vont venir. En ce moment, le gestionnaire va gérer ce qui est important aux yeux de la communauté. C'est ça le travail. Alors, c'est ce qui fait que souvent, on a l'impression que les gens ne se comprennent pas, non? C'est une question de démarche. Voilà. Et il faut bien affiner la démarche. Mais justement, est-ce qu'il y a des instruments juridicaux, législatifs, qui encadrent cette problématique de patrimoine culturel? Est-ce qu'il y a des ressorts, oui, quels sont les ressorts de la politique nationale en la matière, notamment pour promouvoir la cohésion sociale et le vivre ensemble en s'adossant sur le patrimoine culturel? Oui, monsieur Saint-Poré. Bon. Sur le domaine de la protection du patrimoine culturel, je peux dire qu'il y a un arsenal juridique qui est disponible. On a la Constitution, qui est la loi fondamentale et qui parle bien du patrimoine culturel. Après la Constitution, on a des lois. On a des lois spécifiques au niveau de la culture, mais on a des lois qui relèvent, qui traitent d'autres domaines, mais qui permettent aussi de gérer le patrimoine culturel et la culture d'une manière générale. On prend le code de l'environnement, par exemple, le code de l'habitat, le code qui gère les forêts, etc. Après, on a des décrets et des arrêtés qui existent. Ça, c'est l'arsenal juridique. Mais on a aussi des ressources humaines disponibles. Le ministère en charge de la culture a 1 millier d'agents sur le terrain qui fait un travail de gestion et de protection. Mais il faut se dire que le ministère de la Culture n'a pas le monopole de la gestion de la chose culturelle. Il y a du privé qui fait un travail formidable. Il y a aussi les universitaires et les enseignants-chercheurs qui font un travail formidable. Et il y a l'administration culturelle et au niveau central et au niveau déconcentré. Parce que le ministère se retrouve dans les 13 régions du Burkina Faso. Exactement. Et ça fait vraiment un arsenal qui est là pour gérer le patrimoine culturel. Mais je dois aussi ajouter à ce niveau qu'il y a des compétences qui ont été transférées aux communes et aux régions. Et tout ça réuni, ça permet donc de gérer effectivement et de protéger le patrimoine culturel. Non sans difficulté, monsieur. Oui.
Oui, avant de venir aux difficultés, bien entendu, comme il a déjà abordé pour ce qui est du niveau national, vous savez, dans la hiérarchisation des lois, nous avons les lois nationales, mais nous avons les textes communautaires. Nous allons commencer déjà par la charte de la Renaissance africaine, même si pour le moment, ce n'est pas encore à rentrer en vigueur. Ça me permet en même temps de parler d'une des difficultés, puisqu'au niveau de la charte, on dit que ça rentre en vigueur lorsqu'on aura les 2/3 des États membres et des États partis qui auraient ratifié. Et souvent, je ne sais pas sur quoi on se base. Si vous prenez des conventions comme la Convention de 1954, on dira que dès que 15 États, 5 États ont déjà ratifié, ça commence à rentrer en vigueur. Et la Convention de 2003, on dit 30, la Convention de 2005, on dit 30, alors que vous voyez, ça c'est à l'échelle du monde. Et nous, à l'échelle de l'Afrique, avec 55, on dit qu'il faut au minimum 2/3 pour pouvoir. Donc depuis, c'est là, depuis 2006, voilà, exactement. Ce quantum. Donc après le niveau africain, nous avons les différentes conventions dont il a parlé, la 54, la 70, la 95, la 2003, la 2005. Nous n'avons pas encore ratifié la convention de 2001. Mais au niveau, l'ensemble de ces conventions, si vous remarquez, à part la convention unie droit de 1995, la plupart du temps, nous les ratifions sans réserve. Et unis droit au moins, nous avons fait une réserve là-bas et pour pouvoir dire que certaines clauses, il faudrait donc les revoir. Donc, il y a un sérieux problème d'internalisation de ces lois au niveau donc, de nos pays. Nous n'arrivons pas à respecter l'esprit. Vous verrez par exemple que nous allons prendre des engagements au niveau de la Convention de 1972, mais pour pouvoir les mettre en œuvre, ça devient tout un problème. Au niveau national également, vous avez nos lois qui sont là. Elles ne sont connues que de l'administration et que des gens même qui ne travaillent donc au niveau du ministère. Et même au niveau du ministère encore, et ce n'est pas souvent évident. Et ça m'amène souvent, on dit souvent, c'est bon de prendre des exemples qui peuvent nous aider. Prenez la Bible. Il n'y a pas cette partie du Burkina Faso où on ne parle pas, on n'a pas traduit la Bible dans la langue. Mais au niveau de nos lois, si ce n'est pas en français, il y a combien de Burkinabés qui parlent français et qui sont à même de comprendre? Donc, les lois méritent encore d'être traduites. En fait, il y a un sérieux travail de vulgarisation qui est nécessaire pour que les gens comprennent de quoi il est question. C'est vrai qu'on dit facilement, nul n'est censé ignorer la loi, mais quand même, il faut créer un environnement pour permettre donc à l'usager de pouvoir se rapprocher et de pouvoir mieux comprendre. Donc, c'est l'une des difficultés majeures donc, pour ce qui est des lois. Et parfois aussi, ces lois ne sont pas du tout adaptées à nos contextes. Prenons la loi 024 portant protection du patrimoine au Burkina Faso. Et dans sa monture actuelle, la convention de 2003, donc vous avez parlé les 5 domaines donc, que nous avons, puisqu'au niveau du Burkina Faso, nous ne sommes pas loin des 5 domaines au niveau de l'UNESCO. Vous verrez que la convention n'est pas suffisamment internalisée au niveau de la loi pour pouvoir permettre donc, de sauvegarder les éléments culturels. Vous allez prendre le patrimoine archéologique. Le code minier, c'est juste un paragraphe qui dit qu'il faut respecter la législature. Mais quand on essaie de voir, ça n'arrive pas du tout à protéger. Vous avez le patrimoine industriel, avec tout ce qu'il y a comme boom minier, tout ce qui est en train d'être fait. Mais il n'y a pas de mesures en tant que telles qui permettent donc de pouvoir bien conserver ce patrimoine qui est là. Donc il y a beaucoup d'insuffisances qui font que donc, ces textes ne permettent pas en réalité de pouvoir bien gérer le patrimoine que nous avons sur le territoire du Burkina Faso. Beaucoup d'insuffisances à corriger, mais vous devez pouvoir travailler de concert avec d'autres personnes pour que ça bouge dans ce sens-là et que ces lois soient mieux vulgarisées, donc traduites dans les langues nationales, mais également que dans l'application, on puisse voir exactement où ça coince, où ça bloque pour lever le goulot d'étranglement, n'est-ce pas, Lassina Saint-Pouré? Oui, je pense que ça se fait. Ça se fait. À l'université, nous avons des linguistes qui font un travail formidable qui permettent donc qui contribuent à la vulgarisation de ces lois. Ensuite, les universitaires dans leur ensemble étudient ces lois. Est-ce que en traduisant, pour parler de vulgarisation, est-ce que les documents traduits vont véritablement aux personnes indiquées pour qu'ils puissent comprendre ce qu'il faut? C'est un autre niveau. La diffusion de l'information aussi pêche quelque part, non? Oui, c'est effectif. Ça, c'est un autre niveau de difficulté.
c'est un peu comme toute la matière grise qui se fait à l'université. Très souvent, il y a des bonnes choses, mais ça reste à l'intérieur de l'université. Ouais. Donc, il y a effectivement un grand système de vulgarisation qu'il faut mettre en place pour permettre que certaines informations soient connues là où il faut que ça soit connu. Ça, j'avoue effectivement qu'il y a un problème à ce niveau. Il y a un problème à ce niveau, il y a un problème à plusieurs niveaux. Il va falloir travailler en synergie pour lever le goulot d'étranglement, comme j'ai dit tout à l'heure, d'autant que le Burkina connaît aujourd'hui une situation sécuritaire et humanitaire très pénible. Quelles en sont, selon vous, les répercussions sur le patrimoine culturel? Oui, docteur Ki. Disons que, vous savez, dès qu'on parle de sécurité, il y a, en matière surtout de financement, il y a des secteurs prioritaires vers lesquels on se tourne toujours. Et si vous remarquez, dès qu'il y a un problème, donc il y a régulation, et quand il y a régulation, c'est le premier secteur qui est touché, c'est le ministère de la Culture, et éventuellement les actions de conservation et de sauvegarde du patrimoine. Donc ça veut dire que depuis que la crise est arrivée, nous n'arrivons donc pas à partir convenablement sur le terrain pour pouvoir mener les activités de sensibilisation. Et le docteur Sempore avait parlé également dans la stratégie de conservation et de sauvegarde du patrimoine, il avait parlé des communautés. Et puisque si vous prenez la Convention de 1972, et notamment depuis la déclaration de Budapest, il est carrément dit que la communauté doit être toujours au centre de la protection. Et juste pour donc citer Mahamat, tout ce qui est fait pour moi, sans moi est contre moi. Donc pour dire que... Quand vous dites Mahamat, vous voulez parler du Mahatma Gandhi. Voilà. Oui. Tout ce qui est fait pour moi, sans moi est contre moi. Donc si nous menons des activités et que nous n'impliquons pas la communauté, c'est toujours un problème. Au niveau de la 2003, et la communauté, même nous n'avons même pas besoin de parler de son cas parce que c'est cette communauté qui est la première, les premiers acteurs à mettre son patrimoine. Mais avec le mouvement de tout ce qu'il y a comme déplacement, donc vous voyez ces communautés fuient, que ce soit au niveau du patrimoine matériel, puisqu'ils ont ces communautés ont des activités quotidiennes qui contribuent. Lorsqu'on prend les hôtels, lorsqu'on prend certains sites, par les petits soins, ils arrivent à protéger. Mais du moment où ces communautés ne sont plus là, ces biens sont délaissés. On prend des éléments également. Ils avaient des fêtes rituelles, ils avaient beaucoup de choses que ces communautés faisaient, mais aujourd'hui qui n'arrivent pas à faire. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui nous avons un sérieux problème pour ce qui est donc de la conservation et de la sauvegarde de notre patrimoine. Donc au-delà de l'aspect financier, il y a donc l'aspect conservation qui se pose également. Problème financier, problème de conservation, oui, la silence impose. Je voudrais compléter en disant que pour les questions de sécurité, ce que nous perdons, c'est quoi? Grosso modo, c'est la destruction des éléments du patrimoine culturel. Que ce soit immatériel ou matériel, les populations s'enfuient, il y a une destruction. Et une destruction causée même par ceux qui sont à l'origine de l'insécurité. Ensuite, il y a la restriction des visites. Du fait de l'insécurité, nous n'avons plus de visiteurs sur ces sites-là. Et certainement, le dispositif commercial qui était autour et qui permettait à des gens de vivre de ces visites, ce dispositif est disloqué. Et donc, ça crée de la pauvreté. Et c'est vraiment... Nous perdons beaucoup avec cette histoire d'insécurité qui est là. On perd beaucoup et d'ailleurs on sait que dans bien des cas le trafic illicite de biens culturels et des fouilles archéologiques non autorisées finance aussi le terrorisme. Avez-vous connaissance de telles pratiques au Burkina? Quelles mesures de prévention doit-on prendre aujourd'hui qu'on est dans une situation assez compliquée de ce point de vue-là, du point de vue de la sécurité? Quelles mesures de prévention peut-on prendre pour préserver le patrimoine culturel? On reste avec vous, Lassina Sempore. Il y a plusieurs choses qu'on devrait pouvoir faire. Déjà, au niveau de l'environnement du site, il faut qu'on arrive à mettre à contribution les populations pour aider à la conservation, à la protection de ces sites. Et ces populations... Mais les populations ont fui.
Les populations ne sont plus là aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est des localités où il y a des sites où des gens ne sont plus là, où ceux sur qui on pouvait compter pour préserver ou pour prendre soin d'un certain nombre de choses. C'est pourquoi je dis qu'il y a plusieurs choses à faire. Il y a un dispositif pour là où il y a encore de la population et un dispositif pour là où il n'y en a pas. Et pour là où il y en a, il faut mettre déjà à contribution les populations pour qu'elles puissent aider. C'est elles qui sont à proximité des sites là, oui. Et il faut leur mettre à contribution. Pour là où les populations ont fui, vous savez, on a ratifié la convention de la Haye, la convention de 1954, qui dit un certain nombre de choses qu'il faut faire quand un pays est en guerre et un certain nombre de choses qu'il faut faire quand le pays n'est pas en guerre. Et il y a ces dispositifs-là qu'on pourrait mettre en place dans les zones où... Une ou deux mesures de ce dispositif, par exemple, pour les localités où il n'y a plus les populations pour jouer ce rôle. Vous voyez, nous n'avons pas dans notre système sécuritaire une brigade spécialisée pour la protection des sites culturels, des sites relevant du patrimoine culturel. Ailleurs, des armées, la police ou la gendarmerie ont des brigades spécialisées dans la protection de ces types de patrimoine. Ça, il n'y en a pas au Burkina. Il n'y en a pas au Burkina. Voilà, donc c'est quelque chose qu'il faut, c'est quelque chose à quoi il faut songer. Oui, docteur Leonski. En fait, comme le docteur Sempora a déjà eu à le dire, au niveau du Burkina Faso, nous avons ratifié la convention de 1954 qui permet de protéger le patrimoine en cas de conflit. Nous avons ratifié également les protocoles qui suivent, puisqu'il y a deux protocoles majeurs également qui viennent en complément à cette convention. Et grâce à la mise en œuvre donc, de cet aspect, il y a des biens qui ont pu être délocalisés donc, de la zone de Pobé-Mengao pour pouvoir permettre à certains biens de pouvoir venir à Ouagadougou. Donc voici une action forte qui a été menée. Mais pour la question du trafic également, nous avons ratifié la Convention unie droit de 1995 qui nous permet à l'État à partir du Burkina Faso donc, de pouvoir poursuivre ces biens culturels lorsqu'ils sont connus, puisque les textes le disent, même si au fond, dans le fond, les textes ne nous aident pas et ne nous aident pas trop. Donc voici un certain nombre de mesures qui sont là. Et actuellement, il y a un processus de relecture et de la loi dans l'optique donc de mieux l'adapter et dans l'optique de faire en sorte que tout ce que nous vivons comme environnement sécuritaire difficile, que nous puissions mieux protéger notre patrimoine. Donc il y a toutes ces actions sont mises en œuvre pour pouvoir accompagner le Burkina Faso. Il faudra accompagner le Burkina qui est dans une situation sécuritaire difficile, on le sait. Le Burkina qui a besoin quand même de protéger ces sites. Il y a en effet le patrimoine culturel et puis il y a le patrimoine mondial de l'UNESCO. Qu'est-ce qui distingue l'un de l'autre, justement, très rapidement, docteur Ki? Qu'est-ce qui distingue l'un? Disons que pour ce qui est du patrimoine, ça dépend si nous partons déjà au niveau de la Convention de 2003. Le patrimoine que nous avons, c'est l'ensemble du patrimoine qui se met en œuvre sur l'espace du Burkina Faso. Donc là-bas, on ne parlera pas du patrimoine du Burkina Faso, mais on parlera du patrimoine au Burkina Faso. Si on arrive au niveau de la Convention donc, de 1972, notamment la Convention sur le patrimoine naturel et culturel, en fait, le patrimoine que nous avons, c'est l'ensemble des patrimoines que nous avons déjà inscrits sur notre registre d'inventaire, que nous avons classés. Nous avons très peu de biens qui sont classés. C'est-à-dire que c'est la législation nationale qui s'occupe de ces biens. Mais ces biens n'ont pas ce qu'on appelle la valeur universelle exceptionnelle. C'est la valeur universelle exceptionnelle qui est accordée à certains biens qui leur permettent donc d'être considérés comme patrimoine mondial. Comment est-ce qu'on fait pour avoir donc cette valeur universelle exceptionnelle? D'abord, il y a un certain nombre de critères que l'UNESCO a définis. Ça fait 10 critères. Du critère 1 au critère 6, ça c'est pour le patrimoine culturel, et le reste c'est pour le patrimoine naturel. Il faut réussir à justifier que c'est bien donc satisfait à un de ces critères. Ensuite, il y a ce qu'on appelle la question de l'authenticité.
Et l'authenticité, si le bien n'est pas authentique, s'il n'y a pas l'intégrité également, s'il n'y a pas un mécanisme de protection, on ne peut donc pas remplir ce qu'on appelle les conditions donc, de la valeur universelle exceptionnelle. Donc les biens qu'on appelle patrimoine mondial, ce sont des biens qui remplissent donc l'ensemble des conditions que j'ai citées, satisfaire les critères, être authentique, avoir l'intégrité, ça c'est surtout pour le patrimoine culturel, mais quand c'est un patrimoine naturel, on ne peut pas parler d'authenticité en ce moment. Avoir un mécanisme de protection. Donc si ces conditions donc, sont réunies, on peut donc dire que ces biens ont une veillée et peuvent donc, le comité du patrimoine mondial peut donc décider de l'inscrire pour que les générations à venir puissent savoir qu'il y a un chef-d'œuvre et une œuvre remarquable qui a été faite par les générations passées. Et qui donc rentre dans le patrimoine de l'humanité en quelque sorte. Quels sont les enjeux, les défis d'une telle reconnaissance, docteur Simporé? Pour rebondir un peu sur ce qu'il a dit, ouais, rapidement, en termes clairs, le patrimoine, il est d'abord familial. Okay? Après la famille, il est du domaine du village. Et après, on a le niveau commun. Ça veut dire que les maires devraient faire un inventaire pour qu'on ait une idée de ce qu'il y a dans une commune. Ensuite, l'ensemble des communes, des biens d'une commune, donc c'est la province. L'échelon suivant, c'est la province. On devrait avoir la liste de la province, puis de la région, et finalement au niveau national. Après, on devrait, à partir de ce qu'on a au niveau national, dégager un certain nombre de biens qui ont des valeurs extra-nationales. C'est ce qu'on appelle les biens qui figurent sur la liste indicative, donc la liste des biens les biens majeurs, les plus importants du pays, que l'UNESCO inscrira si le pays en fait la demande. L'enjeu, c'est quoi? C'est de montrer que sur votre territoire, des gens ont existé et ont produit des choses assez exceptionnelles. C'est aussi de montrer que dans votre pays, vous avez des techniciens et des administratifs qui savent gérer ce patrimoine-là, et l'UNESCO vous accompagne dans ce sens. Vous voyez, quand on travaillait sur l'Europénie, on était en train d'aller vers 1000 biens culturels inscrits. Et il n'y avait rien sur le Burkina Faso. C'était un peu gênant qu'il y ait 1000 biens exceptionnels au monde et qu'il n'y a rien qui concerne du Burkina. Vous voyez? Et donc, c'était comme une course pour quand même montrer que sur nos territoires, des gens y ont vécu et y ont produit des choses que l'UNESCO devrait, le monde entier devrait protéger. Donc voilà quand même des enjeux assez... Et après, comme il aime le dire, l'UNESCO va dire que vous avez un trésor. Donc l'UNESCO va attirer les regards des gens sur ce trésor. À vous de savoir exploiter ce trésor-là pour en faire une ressource de développement. Pour en faire une ressource de développement, vous faites bien de parler de l'Europénie. Les ruines de l'Europénie ont été inscrites sur cette liste en 2009. C'est le premier site du Burkina inscrit sur cette liste. Le patrimoine mondial de l'UNESCO désigne, je cite, un ensemble de biens culturels et naturels. Un ensemble de biens culturels et naturels présentant un intérêt exceptionnel pour l'héritage commun de l'humanité. Fin de citation. Un héritage actualisé chaque année depuis 1978 et qui compte actuellement 1154 biens, dont 897 biens culturels et 218 biens naturels répartis sur 167 États membres. On compte aussi 52 biens sur la liste du patrimoine mondial en péril, et sur la liste de ce patrimoine mondial figurent 3 biens burkinabés depuis que les sites de métallurgie ancienne de fer y ont été inscrits en 2019 à l'issue de la 43e session du comité du patrimoine mondial de l'UNESCO tenue, on s'en rappelle, du 30 juin au 10 juillet 2019 à Bakou, en Azerbaïdjan. Alors, parmi les 3 sites burkinabés, et on a dit tout à l'heure, il y a l'Europénie, bien entendu, il y a donc ce 3e site, mais il y a aussi le complexe W. Ali Pendjari, qui abrite la plus grande réserve faunique du pays et même de l'Afrique de l'Ouest, puisqu'on y trouve notamment la plus grande population d'éléphants de la région, la seule population viable de lions et de cette partie du continent, ainsi que plus de 460 espèces d'oiseaux, 80 espèces de reptiles et 120 espèces de poissons. On y trouve aussi
des espèces comme le guépard, le léopard, la gazelle, qui sont menacées de disparition. Mais vous savez bien, cette zone est en proie au terrorisme aujourd'hui. Doit-on être inquiet pour ce bien du patrimoine mondial, Dr. Ki? Je pense qu'actuellement, on est beaucoup inquiet pour la simple raison que le projet de décision 7B44 comme 7B79, c'est-à-dire le projet de décision donc, de la session dernière, il était prévu d'inscrire les biens sur la liste du patrimoine en péril à cause de cette question d'insécurité. Et l'un des arguments qui avait prévalu donc, à l'époque, c'était que les gardes forestiers donc, qui étaient là-bas n'arrivaient pas à bien protéger. Il fallait donc faire en sorte que c'est de mieux protéger et s'assurer que le mécanisme de protection que nous avons est bien adapté. Donc la situation joue beaucoup. Et ce qu'il y a, c'est qu'un bien naturel et un bien culturel, ce n'est pas la même chose. Un bien culturel, on peut facilement le reconstituer s'il y a un dommage qui est là. Mais vous avez dans vos propos parlé d'espèces qui sont là et dans comment dire, le projet de déclaration de valeur universelle exceptionnelle, il était dit même qu'il y avait des espèces qui étaient en phase critique. Vous savez que lorsque les spécialistes utilisent cette expression, ça veut dire qu'on n'en trouve plus suffisamment donc, en Afrique. Et donc, du fait de l'insécurité, lorsque les gens tuent donc ces espèces, ça veut dire que ce sont des espèces qui vont disparaître donc, pour toujours. Donc, c'est pourquoi actuellement, il y a un projet, rien que la semaine dernière, nous étions en réunion avec le Centre du patrimoine mondial. Il y a un programme, donc, et un projet d'urgence pour pouvoir voir comment est-ce qu'on peut accompagner les trois pays, puisque les biens, ça appartient au Burkina Faso, au Bénin, au Niger. Comment est-ce que les trois pays pourront mettre en place un mécanisme efficace pour pouvoir mieux protéger l'ensemble des ressources fauniques, surtout qu'on retrouve au niveau de cette forêt. Sinon, actuellement, en tout cas, je pense que nous avons des sueurs froides et nous osons espérer que la situation pourrait se calmer d'ici à là et que des solutions assez adéquates pourront être mises en œuvre pour préserver donc l'intégrité du bien. Alors, ce bien qui est donc inscrit sur le patrimoine mondial, qui appartient en partie donc, au Burkina, nous donne des sueurs froides, docteur Sempoé. Ben, il a dit clairement, les financiers aiment dire que l'argent n'aime pas le bruit. Et nous, dans le domaine du patrimoine, le patrimoine n'aime pas aussi là où il y a des bruits de bottes. Parce que d'abord, les populations vont s'enfuir et abandonner le site, ce qui est une menace. Ensuite, ceux qui créent la menace peuvent eux-mêmes détruire les biens. On en a vu en Irak, on en a vu au Mali, même au Burkina Faso. Est-ce qu'on peut faire référence à ce qui s'est passé en Afghanistan avec la destruction des Bouddhas, oui, voilà. Au Mali où on a commencé à détruire donc à Tombouctou, où on a commencé à détruire donc les manuscrits, les célèbres manuscrits de Tombouctou. Et même Kiev aussi actuellement est menacé, alors que c'est sur la liste du patrimoine mondial avec les bombardements. Ça veut dire qu'il nous faut faire beaucoup attention et il nous faut travailler à préserver un peu tout ça. Mais vous avez donc été conservateur des ruines de l'Oropénie et pour vous faire plaisir, j'ai noté donc que ces ruines de l'Oropénie sont inscrites sur la liste du patrimoine mondial en 2009. Elles sont situées près de Gawa, c'est dans la province du Poni, en pays Lobi. Elles ont été découvertes en 1902 et présentent d'impressionnants murs de moellons, de latérite et de murailles de blocs de pierre rouge non taillés. Comment se sent-on lorsqu'on a dirigé une structure archéologique, c'est archéologique, n'est-ce pas, et qui se retrouve ensuite sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO, très rapidement? Oui, il y a certainement un motif de fierté d'avoir eu à travailler avec d'autres personnes de l'administration et de l'université pour que ce site-là ait ce statut. Ensuite, nous avons travaillé à le documenter davantage et à attirer le regard d'Africains, de Burkinabés et de l'étranger sur ce site-là. Nous avons également essayé de produire un certain nombre
documentation, de documents d'abord, et vraiment pour que les visites soient agréables. Et nous avons aussi contribué à ce qu'on puisse mettre en place près du site un système d'accueil qui permet donc à des chercheurs de pouvoir y travailler et de produire d'autres informations qui puissent satisfaire les visiteurs. Donc il y a un motif de satisfaction qui nous habite après avoir travaillé sur ce dossier. Voilà. C'est la satisfaction, c'est la fierté. On peut dire en résumé qu'après ce premier site inscrit en 2009 lors de la 33e session du Comité du patrimoine mondial, le Burkina compte donc aujourd'hui 3 sites sur la liste de l'humanité, 2 culturels et 1 naturel. Le Burkina a également soumis 6 sites à la liste indicative, c'est ça ? C'est bien cela les chiffres. Alors, mais malheureusement, les sites inscrits sur la liste du patrimoine mondial et même ceux dont regorge le pays ne sont pas souvent connus des populations elles-mêmes. Que doit-on faire pour vulgariser et pour valoriser leur existence? Très rapidement. Déjà, ce que je voudrais noter, c'est que si on veut parler en matière de sites, nous avons plus de 3 sites. En fait, nous avons 3 biens. Et à savoir donc les biens, 2 biens culturels et 1 bien naturel. Mais nous avons, pour les sites de la métallurgie, nous avons 5 sites et au niveau du bien naturel complet double, on a 2. Donc ça fait plus ou moins 8 sites que nous avons, mais qui sont regroupés en 3 biens. Ouais, puisque le complexe, puisque la métallurgie, c'est un complexe qui est exactement. Dispersé sur plusieurs provinces. Et donc, c'est une inscription en série. Voilà. En série, oui, c'est ça. Donc, qu'est-ce que nous faisons pour ce qui est de la visibilité? Il faut dire que l'État et le ministère en charge de la culture, et nous avons travaillé à ce qu'on ait des comités locaux. C'est-à-dire, c'est un comité dont le président, c'est le préfet et les maires comme vice-président, les organisations de la société civile, les organisations féminines, les chefs coutumiers, l'ensemble des acteurs qui côtoient les biens. Nous avons mis en place donc ce comité pour que ces gens soient les premiers acteurs en tant que tels à gérer. Par exemple, vous verrez que cette année, avec la situation de crise qui prévaut, puisqu'il y a un plan de gestion pour chaque site, ce sont ces comités qui mettront en œuvre donc ces plans de gestion. Et il était demandé que ces communautés également puissent être les ambassadeurs et faire en sorte que ces biens soient connus un peu partout. Mais comme vous le savez, les Burkinabés n'aiment pas trop communiquer sur ce qu'il a. Et c'est l'occasion pour vous remercier sans vouloir vous jeter des fleurs, mais vous exprimer toute la gratitude déjà pour cette lucarne qui permettra à plus de personnes donc, de savoir que nous avons ces biens majeurs que nous avons. Donc c'est le comité et tout dernièrement nous avons, avec l'appui d'un partenaire notamment des Allemands, nous avons pu mettre en place donc quelques panneaux également pour pouvoir indiquer. Vous savez, le gros problème de notre pays, c'est que j'avais parlé des faiblesses ou les recommandations, les décisions au niveau des instances internationales et la budgétisation au niveau national ne partent pas de pair. Et ce qui fait donc que nos actions sont en saut de sauterelle. On commence, on interrompt, après il faut recommencer, ainsi de suite. Ça fait qu'on n'arrive pas à avoir donc l'effet tel que nous le voulons. Exactement. Donc si on arrivait à faire en sorte que les recommandations plus la programmation budgétaire aillent en pair, je pense que nous allons pouvoir donc offrir plus de visibilité à ces biens. Alors, on n'a plus beaucoup de temps et ça sera le dernier mot de cette émission. Qu'est-ce que vous pensez qu'il faut mettre en avant pour une meilleure gestion du patrimoine culturel au Burkina? Oui, j'ai grosso modo 4 idées. Hein. Rapidement. L'éducation, la formation, le financement. Et ensuite, il faut avoir des têtes fortes. Docteur qui a dit qu'il ne faut pas utiliser l'éducation, il faut plutôt alphabétiser. Quand je dis éducation, c'est quoi? Avant, l'enfant, pour qu'un enfant grandisse, il fallait tout un village. Ça, c'est un. Deuxièmement, à l'école, qu'est-ce qu'on fait? À l'école, les enfants grandissent sans vraiment une formation, des informations sur le patrimoine culturel. Oui. Et cet enfant est devenu grand. Voilà, il préfère être peut-être dans les maquis, dans autre chose, que d'aller visiter un musée. Voyez. Ensuite,
Il faut réinculquer le désir d'aller au musée, de faire de la lecture, d'apprendre les choses qui nous appartiennent, qui font corps avec notre environnement et notre vécu, nos traditions, nos valeurs. Pour cela, il faut que l'instituteur ou l'enseignant du secondaire soit lui-même outillé pour le faire. Est-ce que dans nos ENEP-là, est-ce qu'à l'ENS de Koudougou, est-ce que cela se fait correctement? Donc il faut reprendre tout ça. Voilà. Deuxièmement, il y a la formation même au niveau du personnel de la culture. Est-ce que c'est assez pertinent ce qui se passe au niveau de l'ENAM pour qu'on ait des vrais cadres à même de gérer sérieusement la culture au Burkina Faso? Une question qu'il faut se poser. Juste une fenêtre. Rapidement. Les gens vont à l'ENAM par exemple pour 2 ans. Mais vous allez vous rendre compte que la première année, c'est pour rédaction administrative, droit des fonctionnaires, etc. C'est peut-être à la deuxième année qu'on commence la formation qui vous a amené à l'ENAM. Vous voyez, ce n'est pas pertinent. Il y a aussi qu'au niveau du ministère de la Culture, je pense qu'il ne faut pas se limiter au cadre A. Il faut travailler à ce qu'il y ait des gens d'autres niveaux qui puissent être des locomotives. Et quand je parle du financement, regardez quelque chose, la Direction générale du patrimoine culturel a 8 millions comme budget annuel. 54 agents qui ont 8 millions pour travailler sur 274 000 km². Vous voyez? Si j'étais comme Bado, j'allais dire que c'est bête. Donc il faudra augmenter le budget. Oui, vous avez 30 secondes rapidement. Okay. Peut-être pour ajouter quelque chose. Non, en fait, la seule chose que nous pouvons dire, il faut que les Africains acceptent seulement de vivre africain. Parce que nous ne faisons que mimer les jours. Je pense que je l'ai déjà chanté à plusieurs occasions. Et ma phrase célèbre, c'est « Un lion qui imite un autre lion n'est plus un lion, mais c'est un singe ». Nous passons tout notre temps à mimer les autres, alors que nous avons tout. Aujourd'hui, la cohésion est autour. Nos valeurs sont faites de sorte à ce que ça puisse, c'est pour que ce soit le bien-être. Mais nous nous éloignons de cela. Nous sommes en train de contempler d'autres acteurs. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, nous n'arrivons donc pas à nous adapter à notre environnement et à être donc confrontés à beaucoup de problèmes. Acceptons d'être nous-mêmes, acceptons de nous regarder, de voir les reflets que nous sommes et nous allons vivre une vie heureuse. Il faut que nous acceptions d'être nous-mêmes, de nous regarder et d'être plus proactifs sur tout ce qui nous concerne et toutes nos valeurs. Mesdames, Messieurs, ainsi s'achève votre émission Périscope numéro 159 qui recevait pour vous Léon Ski. Il est directeur des sites classés patrimoine mondial au Burkina. Merci pour vos éclairages. C'est à vous les merci. Également sur le plateau de Périscope aujourd'hui, Lassina Semporé, enseignant-chercheur, maître de conférences en archéologie. Merci pour vos éclairages. Merci. Vous rappelez que cette émission rentre dans le cadre de l'article 4 de la Convention de 1972. Ah, très bien. On fait donc notre devoir. La réalisation de ce numéro de Périscope porte la griffe de Abibata Clarisse Sawadogo Benao, que je remercie, ainsi que toute l'équipe qui l'a soutenue et accompagnée. Rosalie Sawadogo était au son, Ismaël Amadou au cadre, Aimé Basenga au synthé et au prompteur, Mathias Kambou à la diffusion. La patronne de la cabine de maquillage qui s'est occupée de mes invités et de moi-même s'appelle Madina Sanou. Merci à Jean Fofana du service technique, Valérie Zongo à la production, Didas Diallo et Hassan Boro au montage, Théophane Ouedraogo à la programmation, ainsi qu'à toute l'équipe de la rédaction du Burkina Info, sous la houlette de Vanessa Diasso. Merci à Denise Nebié-Zoma qui m'a épaulé et assisté dans la conception et la préparation de cette émission. Forte pensée à Saturne Mossé et à Micheline Tiemtore-Guigman, ainsi qu'à tous les malades qui se battent pour recouvrer la santé. Quant à vous tous qui m'honorez et chaque semaine de vos précieux encouragements, je réitère ma gratitude, mon dévouement et ma profonde reconnaissance. Merci à tous et prenons soin les uns des autres. Prenons également date pour le prochain numéro de Périscope, même jour, même heure, sur la chaîne qui vous donne les clés du monde.